Alors que les Allemands tentent de percer les lignes alliées au nord et au sud, ceux-ci continuent de repousser l'ennemi vers ses frontières. Les civils voient débarquer les libérateurs, mais loin d'être aussi joyeux qu'à la première libération de septembre, loin de distribuer chocolat et autres friandises, ces derniers se montrent nerveux. Leur tâche est de toute évidence beaucoup plus difficile que 3 mois plus tôt, et cela se ressent dans leur comportement. Le village de Longchamp n'a jamais été réoccupé par les Allemands. Depuis le début de l'offensive, il abrite des soldats américains. Mariette Pochet se souvient que ces derniers étaient beaucoup moins avenants qu'en septembre. À un moment donné, ils sont venus avec des sacs, mais c'était des sacs d'orge de farine de bête. Et elle avait demandé à maman qu'il fallait qu'elle cuise. Alors maman a dit, ben, je ne sais pas si je ferais bien faire de la pâte avec ça. Ah ben, il serait fâché. Bon, on a fait le pain, mais on l'a cuit. Quand on l'a tiré du four, ben, il tombait en morceaux, là. Hein. Mais on l'a mangé comme ça, nous autres aussi, et eux aussi. Jusqu'au temps que les avions ont venu parachuter, qu'ils ont eu un petit peu plus de nourriture. Et alors, ils nous en ont rendu aussi. Mais chez nous, en ce temps-là, dans les réfugiés, on avait 3 religieuses. Et dans les 3, il y avait une jeune qui était fort belle. Et entre les coups, ben, il était difficile et il voulait avoir la religieuse. Alors, il fallait qu'on la cache. C'était pas toujours évident, là. Gilbert Stillemont était réfugié à Bourcy avec sa famille lorsqu'il a vu débarquer les Américains. Lorsque les Américains ont occupé de nouveau le village, nous sommes restés encore quelques jours là. Et une anecdote, par exemple, puisque nous avions faim, eh bien, les Américains avaient sur un tonneau avant la porte, ils avaient une grande poêle avec du lard et des œufs qu'ils avaient fait une fricassée. Je suis arrivé pour leur demander, pour avoir un restant de ce qu'ils trouvaient là, ils ont retourné tout dans le feu, ils ne m'ont rien donné. Ce n'étaient plus les Américains de septembre. Ils étaient beaucoup plus hargneux, plus peureux, stressés. Ils nous ont fait sortir avec les bras en l'air, tous, même les enfants des caves. Ils ont visité eux aussi toute la maison à la recherche d'Allemands, nous, Germansen et tout ça. Ma mère ou mon père. De nouveau le circuit de visite de la maison, de la cave au grenier. Et puis, papa a dû aller trouver un capitaine, ou un officier en tout cas, qui se trouvait dans la grosse maison de Fourny près du pont, parce qu'il cassait certaines choses. Il disait l'Amérique payera, enfin d'après ce qu'on pouvait comprendre. Et le capitaine a dit qu'il se croyait déjà en Allemagne. En fait, le Grand-Duché qui faisait partie de l'Allemagne alors n'était qu'à 4-5 kilomètres. Luigo s'était à Rachan lorsque les Américains ont libéré le village. Ça a été la fête, mais c'était pas facile à vivre avec eux. Hein, parce qu'ils se demandaient, ces gens-là, s'ils étaient en Allemagne ou quoi. Hein, ouais. Et alors, à mon avis, c'était les premières lignes, c'était pas des saints. Hein, on avait toujours dit que c'était des repris de justice en premier lieu pour les affrontements en première ligne. René Paquet de Chaumont se souvient aussi de l'arrivée des Alliés. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de la cave au-dessus, c'était des Américains. Donc il y avait... Alors là, évidemment, ils étaient en plein feu, et là, je dois dire qu'ils ne rigolent pas, ils ont obligé tout le monde à sortir, hein, avec les bras en l'air, et tout le monde est arrivé, donc sortir dans la cour, tous les 30, puisque nous étions probablement une trentaine, ils étaient ainsi. Et il y avait avec ça deux jeunes Allemands là, qui étaient parvenus à se réfugier dans la cave aussi, c'était des brancardriers. Eux, ils ont été pris probablement comme prisonniers, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé après, mais enfin, ça, c'est un détail. Puis finalement, quand ils ont vu, donc ils ont fait l'inventaire de la cave, qu'il n'y avait plus plus d'Allemands, pardon, ils nous ont laissé redescendre dans la cave. Et alors, ce qui m'a surtout frappé par après, c'est de voir donc, la différence entre ces Américains qui sont au combat, donc qui sont sur un qui-vive. Moi, je crois que
enfin on le réalise assez difficilement, mais qui sont sur un qui-vive permanent parce qu'ils ouvrent une porte, etc., ils peuvent se faire tuer. Hein. Et alors leur système pour occuper les femmes, c'était très simple. Hein. Il y avait d'abord le système de bombarder au maximum, et puis par après, il faut entrer dans la maison, mais après on jette une grenade dans la pièce, au fur et à mesure qu'on avance, on jette une grenade, ça avait toujours été la peur des adultes, c'est qu'ils jettent une grenade dans la cave, parce que là ça aurait été, comment dirais-je, il y aurait eu quelques tués forcément. Mais alors après 2-3 heures, tous ces Américains, donc hein, là, le combat étant terminé, sont redevenus des personnes excessivement calmes. La maison dans laquelle était réfugiée Maggie Marraine à Hardigny était occupée par les soldats de l'oncle Sam. Je remontais quelquefois parce que j'avais donc une petite sœur qui n'avait que 9 mois et alors maman n'avait que de vieilles loques en guise de linge et elle les entretenait comme elle pouvait et on les mettait sécher sur les barreaux d'une cuisinière. Mais les soldats américains qui occupaient le rez-de-chaussée, ils s'en emparaient. Et maman m'avait mise de faction pour aller surveiller. Mais je n'osais rien dire, il les prenait à mon nez et je n'osais rien dire, je me souviens de ça. Je me souviens aussi du propriétaire de la maison qui était ainsi un homme assez violent et qui apostrophait ainsi les soldats en wallon. Et les soldats ne comprenaient pas, bien sûr. Mais moi qui comprenais un peu le wallon, je me rendais compte que c'était des injures et j'avais peur des représailles. Loin de l'image du soldat allemand discipliné, le soldat américain véhiculait plutôt l'image du cow-boy qui n'en fait qu'à sa tête. Les Américains n'étaient pas si disciplinés que les Allemands en question d'entrer dans la maison. Ils sont venus ici chez nous, il était monté au fenil, il avait installé un petit poêle en bois, dans la paille et tout ce qui s'ensuit. Mon père les avait quand même pu faire déguerpir quand même, autrement il allumait le feu, il ne voyait pas le danger, les Américains. Et puis entre autres, dans les maisons, les Allemands, quand ils voulaient chauffer, ils allaient chercher le bois dans le hangar au fournil à côté. Mais les Américains, les moutons découpaient une chambre, une salle à manger pour se chauffer. Bastogne, le 8 janvier 1945. Je ne peux écrire dans ce journal que le soir. La journée, le travail ne me permet pas de noter le moindre mot. Les bureaux de la Croix-Rouge ont été littéralement coupés en deux par un obus allemand. Il a fallu redéployer des activités dans une classe de l'Institut. J'ai profité d'une accalmie pour me rendre au chevet des 2 amis. Jeanne se remet doucement malgré une légère fièvre. Quant à Elisabeth, elle ne s'est pas aperçue de ma visite. Elle est en sueur, les joues rouges foncées et les lèvres déformées par une sorte d'herpès. Je retourne dans les nouveaux locaux de la Croix-Rouge. Des bénévoles sont venus donner un coup de main pour remplacer les vitres par un carton de colis américain ainsi que pour remettre les portes en état. Certains ont poussé l'audace jusqu'à dérober du papier, de l'encre et des crayons dans une papeterie. Et toutes ces opérations se font par un froid de canard et de chutes de neige qui n'en finissent pas. Dans l'heure, arrivent les premiers réfugiés de la journée. Il faut les nourrir. Il faut diriger les blessés vers l'hôpital improvisé par l'armée américaine. Les valides attendent un camion qui, par le couloir ouvert par nos alliés, les conduira vers Bertry ou Palaiseul. Les Américains nous ont amené une jeune femme et sa petite fille. Elles avaient marché dans le froid et s'étaient cachées dans les bois durant 4 jours. À bout de force, affamées et toussant à en vomir,
Elles sont assises près d'un poêle qui les réchauffe à peine. J'ai parlé avec cette femme. Elle m'a dit qu'elle était partie à la recherche de son mari et qu'à force d'éviter l'ennemi, elle s'était perdue dans ces paysages d'apocalypse. Une terrible déflagration souffle un homme et 3 soldats qui se trouvaient au milieu de la grande rue. Ils sont déchiquetés. L'homme avait quitté Bastogne au début de l'offensive et persuadé qu'il n'y avait plus de danger, il était revenu ce jour pour constater les dégâts de sa maison. Je suis certainement moins efficace qu'Elisabeth. En 40, il y a eu des combats, certes, des combats violents, mais je n'avais jamais été confronté à tant de blessés graves, estropiés ou mutilés. Je m'endurcis. Je sens que je suis gagné par une sorte d'abnégation qui n'a rien d'exceptionnel quand je vois tous ces volontaires autour de moi. Avant d'aller me coucher dans la cave de la maison des parents d'Elisabeth, j'apprends que les Américains gagnent du terrain, que les villages au nord de Bastogne sont libérés, les uns après les autres, et que les Anglais continuent leur marche victorieuse sur l'ennemi.